Bienvenue à Night City, une ville où les rêves naissent et meurent. Dans Cyberpunk 2077, on incarne V, un mercenaire prêt à tout pour se faire un nom, et tout bascule le jour où un implant volé change sa vie à jamais. Dans sa tête, il a désormais la conscience de Johnny Silverhand, une légende du rock et de la rébellion. À partir de là, le temps est compté. V doit trouver un moyen de survivre et reprendre le contrôle dans un monde rongé par les méga-corporations, les intelligences artificielles et les illusions de liberté. Si je raconte tout ça, c'est pour poser le contexte pour ceux qui auraient jamais touché au jeu et comprendre brièvement ce dont je vais vous parler. Car au milieu de ce chaos, certaines quêtes secondaires résonnent plus fort que la mission principale. Des histoires qui, au premier regard, paraissent anecdotiques, mais qui en réalité dévoilent l'envers du décor. Bien plus inquiétant. Nous savons qui vous êtes, ce que vous êtes, et ce que vous voulez. Et il y a une mission secondaire qui a marqué les joueurs. Une mission qui leur murmure à l'oreille. Tout ce que tu crois savoir est faux. Cette mission, c'est Dream On, une simple mission à première vue qui se transforme en quelque chose de bien plus grand, si ce n'est le plus gros enjeu de tout Cyberpunk 2077. Oui, vous allez comprendre. Avant de plonger dans cette vidéo, laissez-moi vous parler du Red Magic 10S Pro. Alors, je vous le dis direct, si vous aimez jouer à des jeux sur votre téléphone, il est fait pour vous. Le Red Magic 10S Pro a le Snapdragon 8 Elite Leading Version, boosté par une puce dédiée au gaming, la Red Core R3 Pro. J'ai testé dessus différents types de jeux, Genshin Impact, Code Mobile, Clash Royale, Wild Rift, tout tourne en ultra à 144 fps, sans aucune baisse. Mais vous verrez que tout est pensé pour une expérience incroyable. Il y a un système de refroidissement optimal, le métal liquide 2.0 a été repositionné pour recouvrir directement la puce, réduisant la température du CPU jusqu'à 5 degrés, avec une belle amélioration des performances thermiques et de la stabilité côté gaming. Le design est totalement plat, sans aucune bosse de caméra, ce qui est ultra agréable en main, surtout quand on joue longtemps, et ça a vraiment du style avec le dos transparent et les effets RGB pour les notifications. Côté autonomie, on a une batterie de 7050 mAh, alors ça tient facilement toute la journée, même en usage intensif. On a un écran 6,85 pouces AMOLED, 1,5K, 144 Hz, et plein d'autres trucs techniques que je vous affiche à l'écran. Bon, peut-être que ça parle pas trop pour certains, mais en gros c'est simple, on a l'impression de jouer sur un écran d'ordinateur qui tient dans la poche. Et il y a aussi une Magic Key sur le côté qui permet de lancer directement l'espace gaming, et bien sûr c'est personnalisable, vous pouvez le configurer pour prendre une photo, allumer la lampe, etc. Et bien sûr t'as toutes les autres fonctionnalités des smartphones modernes, double haut-parleur DTS X Ultra, 3 micros, Google Gemini intégré, capteur photo 50 mégapixels avec stabilisation, etc., etc., etc. Un grand merci à Red Magic pour leur confiance, le lien est dans la description, n'hésitez pas à jeter un œil, ça me soutient et m'aide à maintenir ce rythme. Et sans plus attendre, revenons où nous en étions. Lucius Rhyne, maire de Night City, est retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Deux candidats se disputent alors le pouvoir laissé vacant. D'un côté Weldon Holt, l'ancien adjoint au maire, de l'autre Jefferson Peralez, un visage neuf, un discours idéaliste, quelqu'un qui a une vision plutôt optimiste de Night City et qui fera un bon maire loin de la figure controversée qui dirigeait jusqu'ici. Bien que sa vision paraisse naïve dans un lieu comme Night City, Jefferson gagne en visibilité et a toutes ses chances pour devenir le prochain maire. À ses côtés, Elizabeth, sa femme, discrète mais présente à chaque instant, gère dans l'ombre pendant que son mari, lui, s'expose à la lumière. Un couple soudé et bienveillant. Et pourtant, quelque chose cloche. Et c'est là qu'on intervient. Nous avons été victimes d'un cambriolage un peu particulier. Comment ça, particulier? Pourquoi faire appel à nous et non à la police? Parce qu'il ne faut pas que l'affaire s'ébruite, surtout à quelques jours des élections. Jefferson explique qu'un intrus s'est introduit dans leur appartement, il se souvient lui avoir tiré dessus avant de perdre connaissance peu après. Leur service de sécurité, la SSI, nie qu'un tel incident ait eu lieu. Alors, est-ce que ça s'est vraiment passé? On sait pas trop, mais on va croire Jefferson. On a donc plusieurs suspects, Weldon Holt, le rival de Jefferson aux élections, qui chercherait peut-être à lui mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être leur propre service de sécurité, SSI, qui jouera un double jeu pour des raisons encore obscures. C'est avec ces maigres indices que nous devons enquêter. Alors Elizabeth nous fait visiter l'appartement, et c'est à nous de comprendre ce qui se trame. En scannant des objets basiques, on remarque qu'Elizabeth et Jefferson semblent différents. Elle affirme que son mari n'a jamais fumé alors qu'on l'a déjà vu fumer. Elle dit que les roses de son mariage étaient bleues alors qu'elles sont rouges sur la photo. Elle explique que Jefferson mange régulièrement des plats qu'il ne mangeait pas du tout auparavant. Oui, rien de vraiment alarmant, mais on fait avec ce qu'on a. Puis on tombe sur un message sur l'un des ordinateurs. Un message qui évoque les pertes de mémoire de Jefferson. Est-ce qu'il y a bien eu un intrus chez eux? Est-ce qu'ils ont rêvé? Pire, est-ce qu'ils deviennent fous? On peut pas tirer de conclusion hâtive. D'ailleurs, dans les messages, on trouve aussi un code qui permet d'ouvrir une porte de l'appartement. Et on va trouver un indice qui, là, relance toute l'intrigue. Des traces de sang. Ça a été mal nettoyé. Il vient d'où ce sang? C'est le vôtre? Des impacts de balles, rebouchés. Quelqu'un a essayé de camoufler les impacts de balles? J'imagine que vous avez rien à voir là-dedans. Il s'est bien passé quelque chose dans cet appartement. En chemin, en suivant ces traces de sang, on trouve un grand écran de verre intelligent, brisé, et le fait de toucher cet écran déclenche un choc brutal qui nous affecte, et finalement la piste nous mène à un mur que l'on peut scanner pour trouver une porte cachée.
Et ça tombe bien, on a trouvé un code juste avant. On découvre alors une station de surveillance secrète, une pièce entière dédiée à l'observation d'Elizabeth et Jefferson. Filmée, écoutée, espionnée à leur insu. Ce service de sécurité, SSI, c'est qui? Si ma mémoire est bonne, ils nous ont été recommandés par une connaissance. On comprend alors que la SSI est derrière tout ça. Mais pourquoi et dans quel but? Tout au long de la mission, on nous laisse dans un flou, c'est pas une mission comme les autres, il y a un vrai enjeu psychologique. Et vous avez encore rien vu. Sur le toit du bâtiment, nous découvrons un vieil émetteur, et en scannant celui-ci, on découvre une camionnette proche d'une autre antenne. L'objectif maintenant est de poursuivre ce véhicule et de s'y connecter pour en savoir plus. Une fois les ennemis neutralisés, nous pouvons accéder à la base de données du véhicule. Une organisation de l'ombre manipule les cerveaux de Jefferson, Elizabeth et d'autres habitants de Night City, pour modifier leur personnalité et comportement. Et on comprend ainsi d'où viennent ces pertes de mémoire, les incohérences, les changements de comportement, tout semble orchestré. Alors que nous nous apprêtons à télécharger les données, elles sont rapidement effacées. Quelqu'un sait qu'on a découvert la vérité. Ils vous ont fait un lavage de cerveau. Ils ont scanné vos cerveaux et maintenant... ils vous conditionnent pour... Attendez. Papa Rollo. Bien vu, j'arrive. Nous prévenons rapidement Elizabeth qui, étrangement, nous demande de la rejoindre dans un restaurant de ramen pour discuter. Si elle nous donne rendez-vous dans un tel endroit et pas directement chez elle, c'est parce qu'elle a remarqué le changement de personnalité de son mari. Et elle craint de changer elle aussi. Mais elle redoute les conséquences de sa réaction. Elizabeth nous supplie de cacher la vérité à Jefferson. Alors je vous en supplie, V. Jefferson ne doit surtout pas être mis au courant. Jamais. Putain, Elisabeth! Vous allez juste laisser couler? Les laisser vous triturer la cervelle? Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Choisir de me faire tuer? Ou bien risquer de perdre mon mari? Et là, tout bascule. On se rend lentement au point de rendez-vous donné par Jefferson. Nous, en tant que joueurs, on réfléchit pendant ce temps. Est-ce qu'on ment pour le préserver, lui dire que tout va bien pour qu'il reste motivé pour la campagne, ignorant qu'il est manipulé? Ou est-ce qu'on révèle la vérité? Qu'il est une marionnette, qu'on contrôle ses pensées, ses souvenirs, sa volonté, au risque qu'il panique, veuille reprendre le contrôle jusqu'à en devenir obsédé et paranoïaque. Et pire, qu'il rejette Elizabeth qui a choisi de lui cacher la vérité. Tout est entre nos mains. Je rappelle qu'il s'agit du potentiel prochain maire de Night City, donc quelqu'un de puissant au pouvoir. Et c'est nous qui devons décider. Alors, on avance, et là... Ouais? Ce que vous lui dites n'a pas d'importance. Peu importe ce que vous faites ou ce que vous comptez faire, vous ne pouvez rien changer. Quoi? Nous savons qui vous êtes, ce que vous êtes, et ce que vous voulez. Vous jouez avec le feu. Tâchez de ne pas vous brûler. Putain... À vrai dire, personnellement, quand j'y ai joué, j'ai voulu lui cacher la vérité. Pour une raison assez bête. J'aimais bien ce couple. Je l'ai trouvé touchant. C'était un des seuls couples heureux à inspirer un peu d'espoir dans un monde comme Night City. Un monde rongé par les inégalités, les meurtres, la cyberpsychose, la violence, la corruption et plein d'autres choses horribles. Mais quand j'ai été attaqué, que moi aussi j'ai été manipulé, et qu'on m'a demandé de ne rien révéler à Jefferson, là, j'ai changé d'avis. Un peu une question d'ego, de fierté. Me dites pas ce que j'ai à faire. J'ai pas envie que la mission s'arrête, et je voulais percer cette menace à jour. Donc je révèle la vérité. Faut qu'on parle. Ils sont dans votre tête, Jefferson. La vôtre et celle d'Elisabeth. SSI est à la solde d'un groupe mystère qui fait tout pour contrôler vos vies. Si c'est vrai, je ne saurai jamais ce qui est réel et ce qui a été créé de toutes pièces. Et voilà les conséquences. Quelle que soit notre décision, Jefferson devient maire de Night City. Mais à la toute fin du jeu, dans les crédits, on voit des personnages que l'on a rencontrés nous envoyer un message, et c'est là que ça change pour Jefferson. Si on lui a menti, il rayonne, il nous félicite. Il croit en son programme, en ses convictions, et il fait ce qu'on attend de lui, il est inspirant. Mais est-ce réellement une victoire? Ou le triomphe du mensonge? Car ce visage d'homme libre ne connaît pas la vérité. Il ne sait pas qu'il est contrôlé et manipulé. Si on lui dit la vérité, il est instable, méfiant, angoissé, il parle de voix dans sa tête, il croit que le monde complote contre lui, y compris sa femme. Il est méconnaissable. Alors la morale de cette mission, faut-il mentir pour protéger, ou dire la vérité, quitte à détruire? C'est seulement deux façons différentes de tout perdre. Et c'est ainsi que se termine cette mission. Oui. Non, vraiment, on reçoit l'argent et la mission est finie. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. J'étais à la fois satisfait parce que la mission est vraiment intéressante et elle sort du lot, elle fait réfléchir, mais j'étais aussi resté sur ma faim. Comment ça, une force inconnue menace le monde entier, manipule les habitants et les personnes au pouvoir, et on fait rien? C'est pas censé être ça le rôle d'un héros dans un jeu vidéo? On identifie la menace, on la confronte et on la détruit. Eh ben ici, non.
Et c'est ça qui est fort. On nous montre qu'on est impuissant, qu'on est inutile face au vrai pouvoir, même si on est un des plus grands mercenaires de Night City, on peut rien faire. Je vous rappelle que Draymond est une mission secondaire, et pourtant il nous introduit une menace qui doit avoir sa place dans l'intrigue principale. Et pourquoi je vous dis que c'est pas réellement fini, revenons quelques secondes en arrière, et regardez attentivement. Curieusement, je doute que des gens soient derrière tout ça. Les Martiens, alors? Très drôle. T'es trop jeune pour t'en souvenir. Mais il y a pas si longtemps, les gens parlaient d'IA corrompus dans le cyberespace. Je regardais autour de moi pour voir Johnny qui est en train de nous parler, et j'avais pas remarqué ça. Il y a un homme. Là. Il y a un homme figé sur le balcon en face, qui nous observe. Je l'avais pas vu. C'est en mettant au ralenti après que je l'ai remarqué. Alors on scanne cette mystérieuse personne, et on découvre qu'il s'agit d'un certain Mr. Blue Eyes. Un regard fixe, un costume sobre, une simple silhouette. Bon, m'en voulez pas, j'ai essayé d'interagir avec lui. Impossible de lui parler, impossible de l'attaquer. C'est à nous de comprendre de qui il s'agit. Et cette phrase de Johnny Silverhand fait sens quand on a en tête que quelqu'un est en train de nous surveiller. Il y a pas si longtemps, les gens parlaient d'IA corrompus dans le cyberespace. C'est pas tout, regardez ce personnage, Gary le Prophète, un théoricien du complot qui explique que des individus aux yeux bleus vivent dans l'espace et viennent sur Terre pour contrôler les politiciens. Une autre piste, cette femme que nous voyons au début de l'histoire principale, Sandra Dorset, qui explique que Night Corp a déjà utilisé l'intelligence artificielle pour conditionner et manipuler ses propres employés, mais également pour contrôler des figures puissantes qui leur seraient utiles. Ça vous rappelle pas quelque chose ? On arrive à un constat troublant. Mr. Blue Eyes est une intelligence artificielle, une entité invisible, mais omnisciente, capable de contrôler tout le monde. Comme si en 2077, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, on était réellement arrivé au point où c'est cette technologie qui domine le monde. Jefferson, Elizabeth, ce ne sont que des victimes de plus, car nous aussi, joueurs, sommes les victimes. Et tous les habitants de Night City le sont aussi. Et c'est là que cette mission, Draymond, prend tout son sens désormais. On la traduit littéralement par « continue de rêver ». C'est pas un conseil qui donne l'espoir d'avoir des rêves, c'est tout l'inverse. On te force à rêver, car nous sommes dans une réalité qui nous échappe, dans une illusion façonnée par des mains invisibles. C'est ça, Draymond. Une voix qui nous murmure « continue de rêver » pendant qu'on décide pour toi. Alors les habitants de Night City sont en fait prisonniers de cette réalité truquée. Les habitants de Night City ne vivent pas, ils rêvent. Mais malgré tout, certains vont chercher à retrouver cette liberté. Je vais pas entrer dans les détails pour ne pas spoiler l'histoire, mais voici Songbird, de son vrai nom Song So-mi, un personnage qui veut fuir et vivre au-delà des corporations et du gouvernement, et pour elle, une seule destination symbolise cet espoir. La Lune. Après de multiples péripéties, on en vient à demander à Songbird comment elle a eu son billet pour la Lune, et cette dernière confirme son lien avec Mr. Blue Eyes. Un intermédiaire s'est pointé, un corpo, tout ce qu'il y a de plus banal. Costard discret et coûteux, cheveux noirs, les yeux bleus. Il m'a posé quelques questions, auxquelles moi seul pouvais répondre. Encore lui. C'est qui ce Mr. Blue Eyes ? Elle le cite pas directement, mais une chose est sûre, elle parle de lui. D'ailleurs, ça se confirme dans cette même mission. En avançant dans une station de voyage, on voit qu'il nous espionne derrière sa vitre, et une seconde fois quand on se dirige vers la station spatiale, et qu'il observe la scène, sous un parapluie, immobile. Mr. Blue Eyes est partout. Il nous observe sans même qu'on ne le sache, et le plus dérangeant dans tout ça, c'est qu'on connaît pas ses intentions. Est-ce qu'il veut le bien ou le mal ? Pourquoi c'est lui qui a donné le billet vers la Lune à Songbird ? Est-ce qu'il veut juste nous aider tout simplement, ou alors l'inverse ? On sait même pas s'il est seul, la seule certitude, c'est qu'il voit tout, et qu'il contrôle tout. Dans l'intrigue principale du jeu, il y a des fins alternatives en fonction de nos choix, de belles fins ou des fins horribles, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a une seule fin dans laquelle nous revoyons Mr. Blue Eyes. Dans cette fin, c'est lui qui nous contacte, c'est la toute première fois que nous pouvons interagir et discuter avec lui. Il nous donne une mission qui consiste à recueillir des données sur des clients du Crystal Palace, un casino sur une station spatiale située entre la Terre et la Lune. Et c'est ainsi que se termine cette scène finale. On sait pas. On sait pas ce qu'il nous veut, pourquoi il nous envoie là-bas, est-ce qu'il veut notre bien ? On sait pas. Que peut-on déduire de tout ça ? Eh ben, ça risque de vous décevoir, mais on sait pas vraiment. Il existe de nombreuses vidéos théories sur l'identité de Mr. Blue Eyes, avec plein d'éléments supplémentaires à son sujet, et c'est super intéressant, mais nous, en tant que joueurs, on nous laisse volontairement dans le flou. Et c'est peut-être une bonne chose qu'on n'ait pas toutes les réponses. Mr. Blue Eyes reste un mystère. Est-ce un ennemi ou un allié ? Un simple observateur ? On sait pas.
Une des théories les plus connues à son sujet serait que Mr. Blue Eyes soit en fait une version artificielle de Richard Knight, le fondateur de Night City. Décédé en 1998, il aurait trouvé un moyen de quand même vivre dans le futur à travers cette intelligence artificielle et ainsi continuer de contrôler la ville. Quoi qu'il en soit, tout ce mystère, c'est précisément ce qui rend sa présence si dérangeante, car n'importe quel joueur n'aurait pas remarqué qu'il était surveillé à ce moment-là. Depuis le début, quand on lance l'aventure sur Cyberpunk, on pense comprendre le monde dans lequel V évolue, un monde ravagé par les méga-corporations, où la technologie est partout, on pense que le vrai combat c'est contre Arasaka, contre Militech, contre les puissants qui exploitent les faibles. On croit que Night City est un théâtre de guerre entre factions, mercenaires, hackers et rêveurs qui cherchent une place dans le chaos. Mais cette mission secondaire, Dream On, nous montre que tout ça n'est qu'une façade. Et si ces corporations qu'on déteste tant étaient elles aussi manipulées? Et si ce qu'on prenait pour le sommet de la pyramide n'était qu'un étage parmi d'autres? Mr. Blue Eyes, cette entité invisible mais omniprésente, nous fait comprendre que le pouvoir véritable n'est plus entre les mains des hommes, il est ailleurs, dans les algorithmes, les réseaux, dans quelque chose que l'on ne voit pas et qu'on ne peut donc pas vaincre. Et qu'est-ce que ça change? Tout. Ça change tout. Cyberpunk 2077, c'est une histoire de lutte contre le système, mais avec Dream On, on comprend que ce système, il est peut-être déjà hors de portée. Quoi qu'il en soit, désormais, quand on croyait avoir tout compris de Cyberpunk 2077, on découvre qu'en réalité, on n'a encore rien vu. Et même quand tout semble calme, quelqu'un t'observe.